Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le concept de l'économie mixte consiste en une collaboration entre administration et particuliers pour la gestion d'entreprises publiques, en faisant usage des méthodes du droit privé et spécialement du procédé des souscriptions d'actions. C'est en ces termes que le doyen Maurice Horiou définissait déjà l'économie mixte dans la première moitié du XXe siècle. L'économie mixte cherche à concilier deux principes apparemment contradictoires, l'intérêt général et le profit individuel. Elle peut apparaître comme un concept juridique suranné. Selon le prisme d'analyse, celui-ci évoque tour à tour la recherche d'une troisième voie ou au contraire la planification et le socialisme municipal. Le concept d'économie mixte est délaissé. On lui préfère celui d'entreprise publique locale, à la connotation plus positive, dans l'air du temps, mais à la définition peut-être encore plus floue et complexe. Il est vrai que l'économie mixte n'est pas un concept juridique aisé à définir. Comme le souligne Frédéric Antonat, l'économie mixte est un concept transversal, à la croisée de plusieurs disciplines juridiques, de droit privé, droit des affaires et droit public administratif, des marchés publics et des collectivités territoriales, économiques, gestion et finances d'entreprise, management, économie des organisations et de sciences politiques. Si l'on a toujours une certaine difficulté à encadrer le concept d'économie mixte en droit, c'est qu'il représente une évolution vers un droit de nature hybride, qui sied mal aux distinctions traditionnelles public-privé, intérêt général, intérêt particulier, droit administratif, droit civil. Il est la concrétisation de l'émergence de ce droit public économique, qui reste poreux et très difficile à catégoriser dans les branches traditionnelles du droit public. Contrairement à d'autres branches du droit, les travaux de doctrine juridique sur l'économie mixte sont ainsi relativement rares par rapport à la matière juridique et aux problèmes juridiques abordés. Les sociétés d'économie mixte sont effectivement une inépuisable source de problèmes juridiques. Il existe de nombreux articles juridiques focalisés sur des problématiques ponctuelles comme par exemple les contentieux des droits publics locaux. En revanche, on peut regretter un nombre trop faible de travaux de fond sur la problématique d'ensemble de l'économie mixte, ses relations avec ses actionnaires publics et privés, son inscription dans le paysage concurrentiel local. Comme les thèmes de recherche alliant droit public et droit privé ne sont jamais faciles à mener, les problématiques de l'économie mixte sont donc fréquemment réservées aux initiés. L'étude de l'économie mixte est en effet, au carrefour de différents régimes juridiques, celui des marchés publics, de la propriété publique, de la gestion publique, et surtout du régime juridique des interventions économiques des collectivités territoriales auxquelles l'économie mixte est intrinsèquement liée. À l'origine, l'économie mixte est née du refus de laisser au marché une latitude sans limite dans la conduite de l'économie locale, à partir de faits sociaux que le droit a cristallisés pour pouvoir encadrer les pratiques développées par les collectivités territoriales. Elle a trouvé son essor dans le mouvement de décentralisation, auquel elle est indéfectiblement associée. L'économie mixte se définit ainsi comme une forme de collaboration institutionnalisée, sous le statut juridique de société anonyme, entre le secteur public et le secteur privé dans le but de satisfaire l'intérêt général. Elle est, par là même, dans un rapport d'interdépendance avec les collectivités territoriales dont elle procède. En théorie, le concept d'économie mixte évoque une idée de modération et de synthèse, où la confrontation publique-privée serait remplacée par une logique de coopération. Dans les faits, l'économie mixte a pu apparaître comme un démembrement fonctionnel de la collectivité, avec les risques et dérives de dilution de responsabilité et démantèlement de l'autorité publique. S'il est vrai que l'économie mixte peut générer ce type de déviance, elle recèle en elle la capacité de s'ajuster. L'économie mixte et collectivité territoriale entretiennent ainsi des relations ambiguës et complexes. La propriété publique de ces sociétés, qui sont parfois perçues comme des démembrements des collectivités, n'empêche pas qu'elles soient jugées trop distantes pour échapper aux obligations de mise en concurrence. Loin d'être figé, le régime juridique de l'économie mixte est en perpétuelle adaptation. Le corpus législatif qui entoure les sociétés d'économie mixte est dense, tout comme la jurisprudence administrative dont elles sont une source inépuisable d'inspiration. Depuis 2000, pas moins d'une dizaine de lois ont affecté l'économie juridique de l'économie mixte,
notamment les lois de 2006 et 2010 sur les sociétés publiques locales dont certains commentateurs prédisaient qu'elles marqueraient la fin du statut des sociétés d'économie mixte. C'était oublier la grande plasticité dont sait s'entourer l'économie mixte. Les sociétés d'économie mixte sont des opérateurs agiles qui permettent de mobiliser des partenaires investisseurs essentiels au financement des projets. Elles constituent des opérateurs structurants d'une politique publique. Elles font partie des modes d'intervention délégués des collectivités territoriales, dont ces dernières ne pourraient se passer, compte tenu de la grande souplesse et du pragmatisme qui caractérisent ces sociétés. Avec l'entrée en application de la loi du 16 janvier 2015 portant délimitation des régions et créant la région Occitanie, et celle du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'économie mixte aborde une nouvelle page de son histoire. Revivifiée par la création des sociétés d'économie mixte à opération unique en 2014, l'économie mixte, de par sa nature, sera nécessairement impactée par ce mouvement de recomposition territoriale. Lorsque l'on sait que l'histoire de l'économie mixte ne s'est pas développée de manière linéaire, mais plutôt sous forme de mouvements saccadés, l'on discerne une grande transformation à venir du paysage de l'économie mixte locale et nationale. Cette analyse intervient à l'aube de cette recomposition territoriale et de l'entrée en application des nouvelles ordonnances relatives aux marchés et concessions de services publics qui n'ont pas encore donné lieu à leur première jurisprudence. Elle prend pour sujet d'appréciation l'économie mixte au sens strict du terme, à savoir l'économie mixte institutionnelle constituée par les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique. À la marge seront abordées les sociétés publiques locales, qui ne relèvent pas de l'économie mixte, mais des entreprises publiques locales. Le thème de recherche de l'économie mixte a été privilégié à celui d'entreprises publiques locales, aux contours plus flous et vastes. Les entreprises publiques locales recouvrent effectivement à la fois le régime juridique de la gestion déléguée, dont font partie les SEM, CEMOP et SPL, SEUR, SCIC, mais également le régime juridique de la gestion directe, régie personnalisée, EPIC, EPCC, qu'il aurait fallu appréhender dans leur globalité. Elle prend délibérément pour cadre la nouvelle région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, née de la fusion au 1er janvier 2016 des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Compte tenu des nouvelles compétences économiques dévolues à la collectivité régionale, le périmètre régional nous est apparu constituer le cadre pertinent pour la conduire. La région Occitanie réunit deux ex-régions aux identités marquées, qui n'avaient pas l'habitude de travailler en commun. Il nous est apparu intéressant d'établir une étude comparative de la dynamique de l'économie mixte entre ces deux entités. Cette étude implique une méthode appropriée que nous avons conduite dans des délais contraints. Elle repose sur les ressorts de l'analyse juridique et de l'analyse économique des faits. Elle fait également appel à l'histoire économique, dans laquelle s'est développée l'économie mixte régionale. Elle combine une réflexion à la fois théorique et pragmatique qui s'appuie, d'une part sur l'analyse des rapports d'observation définitifs des chambres régionales des comptes des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sur les sociétés d'économie mixte de la région, d'autre part sur la jurisprudence des juges administratifs et communautaires. S'il est difficile de définir des généralités à partir d'études de cas très spécifiques et localisées, nous nous sommes efforcés d'en tirer des tendances en essayant d'être le plus objectif possible. Des entretiens ont été conduits pour étayer l'analyse auprès de différents partenaires publics et privés de l'économie mixte, de manière à confirmer l'approche et les orientations de l'étude. La problématique de l'étude consiste à faire la lumière sur les particularités du régime juridique de l'économie mixte, à partir de l'analyse des ressorts et de la pratique de l'économie mixte dans la région Occitanie. Conçu à partir de faits sociaux, le régime juridique de l'économie mixte ne peut s'appréhender qu'à partir de situations concrètes et vécues. Le présent travail souhaite jeter un regard nouveau sur la dynamique de l'économie mixte en mettant l'accent sur les facultés d'adaptation de l'économie mixte et ses potentiels. Il s'agit de mettre en perspective le rôle que peut jouer l'économie mixte dans la recomposition d'un territoire régional complexe, tiraillé par des identités fortes, et confronté à des enjeux de développement qu'il ne pourra relever que grâce à un jeu partenarial.
Alors que certains prédisaient il y a peu de temps encore la fin de l'économie mixte, cette étude entend contribuer à appréhender les potentialités de l'économie mixte à se régénérer et à s'adapter à la nouvelle donne territoriale. Dans quelle mesure l'économie mixte a la capacité de contribuer à la rationalisation et à la mutualisation des politiques publiques territoriales? En quoi peut-elle constituer un outil susceptible de rendre l'action publique locale plus efficace et efficiente? Et si elle y parvient, à quelles conditions? Dans un premier temps, l'étude sera consacrée à l'analyse des ressorts de la dynamique de l'économie mixte régionale. À la lumière d'études de cas, elle tentera de dégager les tropismes territoriaux qui influent sur le recours à l'économie mixte par les élus locaux, et d'apprécier la pratique de l'économie mixte entre les deux anciennes entités de la région Occitanie, première partie. Dans un second temps, l'étude se concentrera sur les réformes juridiques en cours de mise en œuvre, qui participent à un mouvement de mutation des modalités et domaines d'action des collectivités territoriales. À la lumière du régime juridique de l'économie mixte, l'étude dégagera les conditions d'instauration d'un recours optimisé à l'économie mixte et les raisons pour lesquelles celle-ci est adaptée à la recomposition territoriale en cours. Deuxième partie. Première partie. Les ressorts de la dynamique de l'économie mixte régionale. La dynamique de l'économie mixte est indissociable de celle de la décentralisation et de l'affirmation de l'autonomie des collectivités territoriales. Elle est le reflet des mutations institutionnelles qui affectent les territoires, leur aménagement et leur développement. Outil essentiel de l'action des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte ont joué et jouent encore un rôle majeur au service du développement et de l'action publique locale dans de multiples secteurs. Aménagement, services publics locaux, immobilier. La région Occitanie compte 117 entreprises publiques locales affiliées à la Fédération des EPL au 30 juin 2016. Sur les 1210 entreprises publiques locales que compte la Fédération, soit 9,7% des EPL au niveau national. Parmi les EPL de la région Occitanie, on dénombre 90 sociétés d'économie mixte, SEM, 25 sociétés publiques locales, SPL, et 2 sociétés par action simplifiée, filiales de SEM. 61 de ces entreprises publiques locales, dont 48 SEM, ont leur siège situé sur le territoire de l'ex-région Midi-Pyrénées et 56 d'entre elles, dont 42 SEM, sur le territoire de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Ces sociétés sont récentes, 40% d'entre elles ont été créées entre 2002 et aujourd'hui. La dynamique de l'économie mixte y est soutenue. En 2016, on ne compte pas moins de 24 projets de création d'EPL, soit un peu plus de 11% des projets de création d'EPL au niveau national, dont les 2/3 sur le territoire de l'ex-territoire régional Languedoc-Roussillon. Parmi ces projets de création, on dénombre notamment un SEM Énergie dans l'Aude, 5 SEMOP sur le pourtour méditerranéen, un SEM Hydro dans les Hautes-Pyrénées. Parallèlement à ces projets de création, on assiste également à l'ouverture de procédures de mise en liquidation de sociétés, pour au moins 9 SEM. Elles emploient au total 5 714 personnes qui sont issues pour 46% des EPL de l'ex-région Midi-Pyrénées et pour 54% des EPL de l'ex-Languedoc-Roussillon. Elles dégagent un chiffre d'affaires annuel moyen de l'ordre de 660 millions d'euros, soit 5,1% du chiffre d'affaires produit au niveau national. Ce chiffre d'affaires régional provient à 58% d'EPL de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Les EPL de la région se répartissent en 3 domaines d'activité. L'aménagement constitue un secteur traditionnel des EPL. Aux grandes opérations d'aménagement des origines, ont succédé des activités sur une échelle plus réduite, en centre-ville, en périphérie ou en milieu rural. 26,5% des EPL de la région, soit 31 sociétés, ont pour principal secteur d'activité l'aménagement. Cette proportion est légèrement supérieure à celle constatée au niveau national, 25% des EPL. Parmi les EPL d'aménagement de la région, on dénombre 45% de sociétés publiques locales issues pour un tiers d'entre elles de la transformation de SEM en SPL et un tiers d'entre elles sont liées à des SEM au travers de GIE. Les sociétés de services sont apparues en grande majorité après le vote de la loi du 7 juillet 1983, et exercent une quarantaine de métiers différents.
66% des EPL de la région, contre un ratio de 50% des EPL au niveau national. Elles ont pour objet social la gestion de services publics locaux, qui couvrent tant la gestion de services à la population, 33%, que la gestion d'infrastructures locales, 19%, mais aussi la gestion d'équipements touristiques, 29%. Les sociétés immobilières destinées au portage immobilier locatif de logements sociaux, d'activités ou de bureaux. 7% des EPL de la région se consacrent au portage immobilier, dont 100% de SEM contre 25,3% des EPL au niveau national. Ce rapide panorama témoigne de l'importance et de la diversité des secteurs gérés par l'économie mixte régionale, mais aussi de la difficulté d'une approche globale de cet instrument polymorphe au service de l'action publique locale. Derrière ces 90 sociétés d'économie mixte qui œuvrent aujourd'hui sur le territoire régional, il y a des situations et des contraintes locales diverses auxquelles ces entreprises tentent de répondre. Créées par les élus pour leur territoire, cet instrument est naturellement soumis à l'emprise de tropismes territoriaux, à une vision et une stratégie locale. Les SEM ne sont pas à cet égard un mode d'intervention ou des entreprises comme les autres. Sans légitimité propre, leur raison d'être réside dès l'origine dans leur capacité à constituer un levier pour l'action des collectivités territoriales. L'économie mixte dépend des attentes et de la nature des projets stratégiques de ces collectivités. Analyser les ressorts de l'économie mixte dans la région Occitanie, c'est donc s'interroger sur les raisons qui ont prévalu à la création et au développement de ces sociétés qui agissent encore aujourd'hui au service de l'intérêt public local. Selon quelles conditions ? Avec quelles contraintes et avantages juridiques par rapport aux autres outils d'intervention des collectivités territoriales ? Au regard des objectifs poursuivis par ces sociétés, est-on en mesure de dégager des tendances plus prégnantes selon que l'on se positionne du côté du territoire de l'ex-région Languedoc-Roussillon ou de l'ex-région Midi-Pyrénées ? Titre I. L'économie mixte est à l'image d'un organisme vivant, sujette aux mutations des modalités, instruments juridiques et domaines d'action, politiques publiques, qui affectent les collectivités territoriales. L'influence du droit de l'Union européenne, la création en 2006 des sociétés publiques locales d'aménagement et des sociétés publiques locales en 2010, mais aussi l'évolution dans la manière de penser la gouvernance, induisent des changements de pratique de l'économie mixte. Quelle est la pratique actuelle de l'économie mixte sur le territoire de la région Occitanie ? Y a-t-il une divergence de pratique entre les deux anciennes entités qui composent la nouvelle région ? Ou au contraire des similitudes ? Titre 2. Titre 1. L'économie mixte régionale, instrument d'action publique locale sous l'emprise de tropismes territoriaux. Au terme de l'article 72 de la Constitution de la Ve République, les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Les collectivités territoriales disposent ainsi de la liberté du choix du mode de gestion, pour exploiter leurs services publics, soit de gérer directement le service, soit d'en confier la gestion à un tiers par le biais d'une convention de délégation de services publics ou d'un marché, d'un affermage ou d'une régie intéressée. Elles peuvent aussi décider de prendre en charge par des interventions directes les besoins de la population quand un intérêt local le justifie, dans le respect des libertés garanties par la loi, et notamment dans le respect de la liberté de commerce et de l'industrie. Au fil des différents mouvements de décentralisation, le législateur a accordé aux collectivités territoriales différentes possibilités d'intervention dans le secteur économique, notamment via la création ou la participation à des sociétés privées. Il s'est agi en fait de transférer des tâches, qui auraient dû revenir à l'initiative privée ou à l'administration locale, à des organismes de statut divers, mais parallèles à l'administration traditionnelle. Le paysage de l'économie mixte régionale est le reflet de ces mutations institutionnelles et territoriales tantôt marquées par la réponse à la défaillance de l'initiative privée, tantôt par la nécessité de structurer et d'accompagner des projets d'intérêt nationaux ou locaux dans une vision de long terme. Avant d'observer les tendances qui peuvent se dégager des tropismes territoriaux des deux anciennes entités qui composent la région Occitanie,
chapitres 2 et 3, il est nécessaire de s'arrêter sur la spécificité du régime juridique de l'économie mixte, conçu comme une alternative aux autres modes d'intervention de l'action publique locale, chapitre 1. Chapitre 1. Une constante, concilier l'intervention des collectivités territoriales avec le principe de liberté de commerce de l'industrie. Le terme intervention, comme le souligne J. Chéreau dans son ouvrage de droit public économique, est lourd d'une équivoque. Par certaines de ses acceptions, il peut sembler signifier l'immixtion d'une personne ou d'une institution dans des affaires qui ne sont pas les siennes. Ici donc l'idée serait de dénoncer une ingérence de l'institution publique dans un domaine, l'économique, qui normalement ne serait pas le sien. Il faut se défier de cette signification latente, tendancieuse, déviatrice. L'intervention publique en matière économique comporte deux acceptions. Les interventions s'exerçant sur les activités économiques privées sous forme de réglementation, et les interventions consistant en la gestion d'entreprises publiques. L'intervention des collectivités territoriales en matière économique est limitée à la seconde acception, dans le respect du principe de la liberté de commerce et de l'industrie. L'interprétation de ce principe, à la lumière de la théorie économique classique, fondée sur la pensée d'Adam Smith, conduirait à limiter strictement l'intervention des collectivités territoriales en affirmant que les entreprises économiques sont en principe réservées à l'initiative privée. C'est sans compter sur le pouvoir créateur du juge administratif qui a défini par sa jurisprudence les compétences d'intervention économique des collectivités territoriales, sous l'effet de la multiplication des interventions des collectivités territoriales fondées à la fois sur le socialisme municipal, mais aussi le capitalisme des collectivités territoriales. S'il est un domaine où la jurisprudence du Conseil d'État peut s'analyser comme la création d'un véritable droit prétorien, celui de l'intervention économique des collectivités locales en est le premier. Le principe de liberté de commerce et de l'industrie ne s'oppose effectivement pas à l'intervention économique des collectivités territoriales. Historiquement fondé sur le décret d'Allard, loi des 2 et 17-3 1791, la liberté du commerce et de l'industrie imposait une double interdiction, celle de ne pas entraver par leurs prescriptions les initiatives économiques privées et celle de ne pas les concurrencer par leur propre production et prestations. La seconde de ces interdictions s'est progressivement assouplie. Même si la doctrine est prolixe sur la valeur juridique à lui reconnaître, le principe de liberté de commerce et d'industrie a été reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle comme englobant la liberté d'entreprendre et la liberté de concurrence. Le juge administratif l'a interprété dans une conception de plus en plus ouverte, qui a permis d'accompagner les mutations institutionnelles auxquelles les collectivités territoriales ont été sujettes. D'abord admise en cas de circonstances exceptionnelles, CE, 29 mars 1901, Casanova, la jurisprudence du Conseil d'État a progressivement autorisé les collectivités territoriales à intervenir d'une manière supplétive, en présence d'un intérêt public local notamment lié à l'insuffisance de l'initiative privée. Dans son arrêt du 30 mai 1930 Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, le Conseil d'État estime ainsi que les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière. Les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale réservées à l'initiative privée. Il n'y a plus besoin de circonstances exceptionnelles, mais de simples circonstances particulières de temps et de lieu. La jurisprudence n'est pas figée, elle est susceptible de s'adapter en fonction du moment et des besoins. L'intérêt public local fonde la légalité de l'intervention économique des collectivités territoriales si cette intervention répond aux besoins directs de la population et que l'intervention locale est nécessaire en raison de l'insuffisance de l'initiative privée, qu'elle soit quantitative ou qualitative. L'intervention économique des collectivités territoriales s'est ainsi développée d'une manière autonome, afin d'assurer des prestations d'intérêt public, le plus souvent local, soit directement par la création de services publics, le cas échéant économiques et commerciaux, soit indirectement grâce à des activités constituant simplement le complément d'un service public. Deux séries de motifs peuvent expliquer l'intervention croissante des collectivités territoriales en matière économique, dans le sillage de leur mission de service public.
On peut distinguer, d'une part, des motifs pratiques liés à la présence de besoins non pourvus par l'initiative privée, d'autre part des motifs politiques et idéologiques. Les motifs pratiques se classent en 3 groupes. On distingue, dans un premier temps, les aléas liés au mode de concession de services publics à une entreprise privée qui peuvent justifier la mise en place d'une gestion directe par la collectivité territoriale, au travers d'instruments comme la régie, l'établissement public industriel et commercial, la SPL, ou la gestion déléguée à un tiers dont la collectivité a la maîtrise, SEM, SEMOP, pour en assurer le contrôle. Vient ensuite la recherche de nouvelles ressources financières qui peut pousser les collectivités territoriales à se transformer en entrepreneurs locaux, en exerçant une activité économique génératrice de bénéfices susceptibles d'abonder le budget de la collectivité. C'est notamment la logique qui prévaut pour les entreprises de distribution d'électricité, de gaz, sous le statut d'EPIC, SEM, SEMOP. Enfin, les interventions des collectivités peuvent être justifiées pour des nécessités économiques ou sociales, locales, liées aux besoins de sécurité d'approvisionnement, d'hygiène, régie, EPIC, SEM, de logement, EPIC, SEM, mais aussi d'aménagement et d'infrastructures pour développer le territoire, SEM, SPLA, SPL, ou l'appui au développement économique dans des perspectives de renforcement de l'attractivité et de soutien aux entreprises privées. Les motifs politiques et idéologiques, que l'on distingue difficilement des causes économiques, sont toujours en vigueur. Comme l'écrivait déjà Michel Prieur, dans sa thèse sur les entreprises publiques locales en 1967, il est avantageux pour une collectivité de créer des entreprises publiques locales. Elle permet de mieux rémunérer certains agents en les plaçant à la tête de ces entreprises, EPIC, SEM, SPL. Elle permet également d'assurer une distribution de postes pour les membres des conseils exécutifs des collectivités territoriales. L'économie mixte régionale procède ainsi de la volonté d'agir des collectivités territoriales sur leur territoire. Toutefois, elle ne constitue qu'un des modes d'action publique locale parmi d'autres, mis à la disposition des collectivités par le législateur, section 1. Il convient d'en saisir la spécificité pour comprendre toute son utilité, section 2. Section 1. L'économie mixte, une alternative à la gestion directe des services publics locaux. Toute collectivité territoriale doit en tout temps trouver le mode de gestion qui correspond le mieux à ses besoins et à la nature du service public en cause. Une fois prise la décision de créer un service public, les collectivités territoriales sont amenées à choisir la meilleure façon de le gérer. Elles peuvent le faire soit au travers d'une gestion publique directe ou déléguée. Elles déterminent la liberté d'action qu'elles décideront d'octroyer ou non aux gestionnaires en matière de service public administratif (SPA), service public industriel et commercial (SPIC), et a fortiori les services revêtant tantôt le caractère d'un SPA tantôt celui d'un SPIC, collecte et traitement des déchets des ménages, foires, halles et marchés, en fonction du mode de financement par redevance pour services rendus ou recettes fiscales. Les collectivités territoriales ont à leur disposition de nombreux outils juridiques. L'économie mixte est une des alternatives parmi d'autres situées à la frontière entre la gestion intégrée, A, et la gestion déléguée, B, dont il s'agit d'apprécier les avantages et les limites par rapport aux autres modes de gestion. A. Le mode de gestion intégré constitue le mode de gestion usuel des services publics locaux. Pour gérer directement les services publics relevant de leurs compétences, les collectivités territoriales peuvent recourir à 3 outils juridiques. La régie dotée de l'autonomie financière. Les articles L 1412-1 et 2 du CGCT précisent que toutes les personnes publiques ont la faculté de créer des régies. L'organisation de la régie devra simplement permettre l'identification de la gestion au sein de la comptabilité de la collectivité. Il n'y a pas de création de personnalité morale, et donc pas d'autonomie patrimoniale. Les actes accomplis par la régie le sont pour le compte de la collectivité qu'elle représente. Les biens mis à disposition de la régie appartiennent à la collectivité. La régie personnalisée dotée de l'autonomie financière, mais également de la personnalité morale. L'établissement public industriel et commercial, EPIC, défini comme une personne morale de droit public investie d'une mission spéciale et rattachée à une personne publique.
Régie par le principe de spécialité, son champ d'action est limité. La personne morale, dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée, n'a pas de compétences générales au-delà de cette mission. Dotée de la personnalité morale, d'un budget propre et d'un patrimoine, la régie personnalisée et l'EPIC sont des organes des collectivités, limités à leur objet, mais titulaires des mêmes prérogatives que les collectivités publiques. Les services publics confiés restent sous le contrôle étroit de la collectivité qui nomme statutairement les administrateurs. La Cour des comptes, au fil de ses rapports, s'est employée à montrer les dangers de la multiplication de ces établissements, mais aussi de la liberté de créer des filiales. Le législateur a, par la loi sur la sécurité financière, numéro 2003-706 du 1er août 2003, affirmé sa volonté de transparence en exigeant, lorsque certains seuils sont atteints, la consolidation des comptes entre l'établissement public et ses filiales. Le service est considéré comme rattaché directement à la collectivité et contrôlé par elle comme ses propres services internes, tout en ayant pris quelques distances. À ces trois modes de gestion directe, il faut ajouter les sociétés publiques locales, SPL. Celles-ci relèvent de contrats de prestations intégrés, dits in-house. Elles prennent la suite des sociétés publiques locales d'aménagement, SPLA, créées à titre expérimental en 2006 pour une durée de 5 ans. Ce nouvel outil juridique est considéré comme un outil de gestion intégrée qui permet à au moins 2 collectivités territoriales, ou leurs groupements, de confier à une société anonyme à capitaux 100% publics, leurs services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général, sans procéder à une mise en concurrence préalable. Elles sont dites in-house, en raison du contrôle analogue que les collectivités territoriales actionnaires exercent sur elles. Ce contrôle est comparable à celui qu'elles assurent sur leurs propres services. Elles sont, de fait, exclues du champ d'application du Code des marchés publics dans la mesure où s'exerce sur elles un contrôle analogue. Elles ont été créées pour apporter plus de souplesse aux collectivités. Mais cet outil n'a pas bénéficié du succès escompté. La SPL comporte des limites. Son activité doit ainsi être exclusivement exercée pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire. Elle reste par ailleurs soumise à la réglementation sur les aides d'État. La gestion intégrée présente un certain nombre d'atouts pour la collectivité territoriale. Elle permet une meilleure maîtrise et un meilleur suivi du service public, proximité entre le donneur d'ordre et l'exploitant, fonctionnement en transparence grâce au contrôle analogue. Elle permet de s'affranchir des règles de mise en concurrence. Elle facilite les ajustements de réalisation de la mission, sans passer par des avenants contractuels. A contrario, la gestion intégrée fixe un cadre qui peut se transformer parfois en contrainte. Les régies personnalisées et les EPIC restent soumis au contrôle d'opportunité de l'Assemblée délibérante. Ils sont soumis au principe de spécialité qui régit leur activité. Les outils de gestion intégrés, y compris la SPL, doivent respecter les règles de la commande publique pour leurs besoins propres. Leurs activités restent dépendantes de la collectivité donneuse d'ordre. Cette dépendance ne permet pas de bénéficier de la mutualisation susceptible d'être opérée à plus grande échelle, par exemple pour la gestion directe fréquente dans les petits réseaux de transport. Les régies, EPIC et SPL ne peuvent pas intervenir pour le compte d'autres acteurs que leurs actionnaires, pas plus qu'elles ne peuvent agir en dehors du territoire de leur collectivité. Le financement des investissements obéit à des règles inspirées de la sphère publique, marquées par une logique temporelle, contrairement à la logique d'usage qui caractérise l'investissement privé. La gestion des personnels de droit privé dans la sphère du droit public, notamment pour les régies et EPIC. B. Le développement des missions de service public a favorisé le mode de gestion délégué. Ce mode de gestion permet à la collectivité de confier à une entreprise privée ou une personne publique l'exécution du service public tout en conservant la maîtrise de celui-ci. Le service est maîtrisé par la collectivité, mais son exécution est confiée par délégation contractuelle, concession, affermage, régie intéressée ou contrat de partenariat à un tiers qui peut être une entité privée, société commerciale, association, GIE. Un organisme mixte SEM-SEMOP. Le choix du cadre juridique va dépendre de la décision de conserver, ou non, la main sur la gestion du service.
Le recours à la gestion déléguée s'effectue dans un cadre strict pour la collectivité délégante. Elle doit respecter les règles de la commande publique. Ces règles sont consacrées par le droit de l'Union européenne et par le bloc de constitutionnalité. Elles comprennent les principes fondamentaux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. La gestion déléguée induit un dessaisissement partiel de maîtrise du service par la collectivité délégante. La mise en place d'un contrôle de gestion du délégataire pour s'assurer du respect des obligations contractuelles. L'adaptation limitée des contrats passés avec le délégataire, soucieux de préserver sa rentabilité économique, dans le cas de la gestion à prix forfaitaire. Les risques de contentieux indemnitaires pendant l'appel d'offres, de référés précontractuels avant la signature, après la signature. Elle n'en demeure pas moins digne d'intérêt en raison du transfert du risque financier ainsi que du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.